merci Stéphane pour cette belle musique. Alors Stéphane, Marisa, j'ai une surprise de taille pour vous aujourd'hui. Là, on va au Burkina Faso. Ah ouais? Rencontrer quelqu'un dont je suis fan. Ouf! Je sens déjà que ça va me plaire. Le pays des hommes intègres. Oui, le pays des hommes intègres. Et lui, je sens déjà que ça va me plaire. Lui, c'est un jeune Africain qui fait carrément la fierté de toute l'Afrique. Parce que c'est quelqu'un, c'est un sportif de haut niveau. En même temps, c'est quelqu'un qui est bien calé dans sa tête parce qu'il a un doctorat. Ah ouais, quand même. Ouais, quand même. Je vous en dis pas plus. On va d'abord découvrir son portrait et on revient sur le plateau pour discuter avec lui-même. L'athlète burkinabé Hugues Fabrice Zongo a encore fait parler de lui, comme toujours, par rapport à ses performances sportives. Il a réalisé en effet mercredi 19 août 2020, en Hongrie, la meilleure performance mondiale de l'année par un bond de 17,43 mètres, relèvent plusieurs médias internationaux. Promesse faite, promesse tenue, car on se rappelle en septembre 2019, lors des championnats du monde d'athlétisme à Doha, au Qatar, d'où il a d'ailleurs occupé la 3e place, le jeune athlète avait exprimé son ambition de ramener, cette année 2020, la première médaille olympique pour le Burkina Faso. Malgré le Covid-19, il dévance ainsi le double champion olympique et champion du monde en titre, l'Américain Christian Taylor, qui a fait un saut de 17,34 mètres, et le Portugais Pedro Pablo Pichardo, quant à lui, a fait une performance de 17,28 mètres. Juste au-dessus de la plus haute marche se tient Hugues Fabrice Zongo, un grand honneur pour le Burkina Faso en particulier, mais surtout pour l'Afrique en général. On se souvient qu'à l'issue de ce record d'Afrique à Doha, où il a fait une performance de 17,66 mètres, Hugues Fabrice Zongo avait été reçu en octobre 2019 par les autorités burkinabées, lui témoignant ainsi la reconnaissance de toute la nation. Alors moi je dis bravo, hein. En fait, quand je vois ce gars-là, je sais pas, je me sens fière d'être africaine, quoi. Je vous assure. Je ne vous en dis pas plus. Est-ce que vous savez qu'il est là? Il a accepté l'invitation sur Zoom de la matinale. Je lui ai dit que Marisa, Prisca, Vanina et Stéphane, on aimerait vous poser des questions et vous demander comment est-ce que ça se passe. Et surtout, comment est-ce que vous arrivez à concilier le sport et les études jusqu'à arriver au niveau de doctorant. Alors, si on peut déjà l'avoir en ligne. Allô? Allô? Bonjour Hugues Fabrice Zongo. Bonjour Prisca, comment vous allez? Je vais bien, et vous là-bas? Bah, ici, ça va très très bien. Alors, on remarque que malgré la pandémie du coronavirus, les choses marchent quand même, hein? Vu que mercredi dernier, vous étiez en compétition. Alors, effectivement, avec la pandémie du coronavirus, on a eu des difficultés parce qu'on ne savait vraiment pas comment cette saison allait se passer. Mais voilà, il y a eu quelques compétitions quand même qui ont tenu à se faire, à se réaliser. Mais il y a encore quelques compétitions à venir. Mais pour le moment, en tout cas, on a essayé de trouver 2-3 compétitions pour, j'allais dire, nourrir les jambes en attendant justement les grosses échéances qui arriveront plutôt en 2021 parce que tout ce qui est championnat, tout ce qui est vraiment gros rendez-vous, c'est en 2021. Mais déjà, pour ne pas rester inactif toute l'année 2020, pratiquement, parce que voilà, mon dernier saut remonte au moins à 6 mois. Du coup, il fallait encore nourrir les jambes, nourrir encore cet esprit de compétition, histoire de garder encore cette influence un peu, en fait. Sinon, pour vous, comment est-ce que ça se passe la préparation? Déjà, actuellement, où êtes-vous? Vous êtes au Burkina Faso? Non. Alors, actuellement, je suis en France. J'aurais bien aimé rentrer au Burkina Faso, mais avec la pandémie du coronavirus, c'est assez compliqué au niveau des passages des frontières et tout ça encore. Même si les frontières sont ouvertes, elles sont pas si elles sont entre-ouvertes, on va dire. Et en ce moment, il y a aussi mon école qui va bientôt reprendre en septembre. Du coup, le laboratoire va rouvrir. Il faudra encore refaire des trucs. Du coup, il y a vraiment un tas de choses qui s'entremêlent et en ce moment c'est assez compliqué de rentrer, mais j'espère pouvoir quand même faire une semaine au mois de novembre peut-être et tout simplement pour
pouvoir voir la famille parce que ça fait quand même une année déjà et voilà, elle me manque aussi. D'accord. Avant de rentrer dans le sujet de l'école, on reste toujours sur vos performances. Vous nous avez déjà épaté à Doha, au Qatar, et récemment, vous avez réalisé la meilleure performance de l'année au triple saut. Quel est votre sentiment aujourd'hui? Franchement, c'est une grosse étape de franchie, hein, parce que depuis les années 2010, Christian Taylor dominait complètement sans partage, en fait, ce triple saut mondial. Maintenant, on sent qu'il y a une petite transition qui est en train de se faire. Et ça, c'est une première victoire, mais c'est pas encore définitif. C'est sûr qu'il reviendra à l'assaut. Mais là, on se prépare et on est déjà plus ou moins prêt, en tout cas, pour pouvoir répondre à d'éventuels assauts. Et la transition se fera quoi qu'il en soit. Ouais. Vous êtes qualifié comme étant le recordman d'Afrique du triple saut en plein air et en salle. Moi, je veux comprendre l'expression. En salle et en plein air. Ouais. D'accord, je vous explique. En fait, les compétitions en salle se font surtout en Europe parce qu'il fait souvent froid. Donc, c'est un stade couvert. Et les compétitions en plein air, c'est vraiment les compétitions que l'on fait dans nos stades partout dans le monde, là, où on peut avoir plus de 20 000 spectateurs. Mais un stade couvert, c'est vraiment plus ou moins 5 000 spectateurs. C'est vraiment très, très costaud déjà. Donc, c'est un peu plus un dôme, un petit arrangement où on fait vraiment de la compétition juste l'hiver pour que les athlètes ne soient pas inactifs. Mais si tu fais un record en salle, c'est valable ou en plein air, il n'y a pas de souci. Avant de passer la parole à mes deux collègues qui sont avec moi sur le plateau, j'aimerais poser encore une autre question. Moi, je suis toute agitée là. On parle souvent du manque d'assistance des autorités des pays auxquels sont issus les sportifs. Chez vous, au Burkina Faso, est-ce que vous rencontrez souvent ce genre d'obstacle où vous arrivez à une compétition au niveau international et que les autorités sportives de votre pays ne vous assistent pas assez? Sinon, comment est-ce que ça se passe? Alors, en fait, le problème de l'assistance, c'est vraiment plus au niveau de la préparation parce que les athlètes sont souvent délaissés à eux-mêmes, en fait. Et moi, forcément, j'ai vécu cette situation parce que depuis 2015, en fait, j'avais réussi à avoir une médaille d'argent au championnat du monde universitaire alors que j'étais en 3e année d'université. Et malheureusement, en ce moment, les autorités en fait, on m'a pas soutenu immédiatement. Donc, j'ai eu du mal derrière à progresser parce qu'il y a souvent un gap entre pouvoir atteindre le haut niveau et pouvoir y rester, voire atteindre la crème. Donc, c'est souvent difficile. Mais, du coup, j'ai eu des difficultés. Souvent, ce sont mes parents qui ont dû payer mes études en Europe et pour que j'essaye quand même de poursuivre mon rêve, mon double but, en fait, de sport-études, effectivement. Et ça n'a été qu'en 2019, finalement, lorsqu'on a vu que je suis teigneux, on va dire, et que j'avais réussi quand même à me hisser dans le top 5 mondial, que les autorités ont vraiment commencé à mettre la main dans la poche pour essayer de me préparer pour les Jeux olympiques et tout ça, ouais. Donc, on arrive toujours un peu en retard, mais bon, là, ils sont là. Moi, j'ai eu de la chance parce que j'ai atteint ce niveau, mais en tout cas, je suis en train de me battre pour que mes plus jeunes, en fait, puissent être suivis beaucoup plus tôt que cela, parce que tout le monde n'a pas la chance d'atteindre le haut niveau avant d'avoir de l'aide. On va quand même rappeler que Hugues Fabrice Zongo, il est en même temps sportif de haut niveau. Et Hugues Fabrice Zongo est aussi, a fait de hautes études, disons ça comme ça. Comment est-ce que vous arrivez à concilier les deux? Alors, c'est quand même un point d'honneur, en fait, pour moi de pouvoir faire le sport et les études. Vous savez, en Afrique, les études, c'est absolument important. On ne peut pas, en fait, miser que sur le sport, par exemple, parce que c'est trop risqué. Déjà que l'on parlait tout à l'heure, les autorités ne sont pas, c'est pas la priorité nationale, hein. Du coup, les études, c'est absolument important. Et ça, je l'avais compris déjà. Du coup, je m'étais déjà mis en tête de pouvoir concilier le sport et les études. Après, moi, je voulais faire de grandes études et aussi faire du sport à un certain niveau. Du coup, c'était assez compliqué. Mais moi, franchement, pour concilier les deux, c'est un problème de planning et surtout de discipline. Pouvoir être discipliné envers soi-même et pouvoir, j'allais dire,
en tout cas, si tu es discipliné avec toi-même, tu pourras gérer tout ce qui est fatigue et tout ce qui est emploi du temps, parce que c'est souvent ça, en fait, on se perd souvent dans des choses plus ou moins inutiles, et moi, j'essaie d'exploiter ce temps, en fait, à profit. D'accord. Avant que mes collègues ne risquent de rester à me taper ici, eux aussi, ils ont des choses à vous demander. Alors Marisa, Stéphane, allez-y. Alors bon, on a pratiquement fait le tour sur ce qu'il y a à savoir, mais au-delà de là, vous avez dit en fait que ce n'est qu'après votre 3e année d'université et quand les autorités ont commencé à voir vos exploits au niveau international qu'elles vous ont accompagné. Mais avant ça, comment ça s'est passé? Comment vous avez fait pour tenir? Comment vous avez fait pour arriver à ce niveau-là où aujourd'hui les autorités vous accompagnent? Parce qu'il y a plein d'autres jeunes qui sont des athlètes, qui sont des sportifs dans divers disciplines sportives, mais qui abandonnent parce qu'elles n'arrivent pas à persévérer par le manque d'accompagnement, le manque d'encadrement. Mais donc, comment faire pour arriver à ce niveau-là où aujourd'hui les autorités vous accompagnent? Ouais, alors l'encadrement pas du sauteur, mais de l'athlète en général, à plusieurs niveaux, c'est vraiment, il y a de l'encadrement au niveau de la qualité de l'entraînement, il y a la qualité de l'alimentation et également tout ce qui est médical, en fait. Et moi, effectivement, au Burkina Faso, certes, j'avais un encadrement, un coaching. Bon, c'était assez compliqué d'avoir un coaching complet parce qu'on n'avait pas tout le matériel aussi. Et il y a aussi l'encadrement médical que je n'avais pas forcément tout de suite mais moi j'avais quand même pas des amis médecins, on peut dire des amis, c'est des grands frères qui étaient médecins et qui m'ont conseillé sur certaines choses parce que moi j'étais assez curieux et je voulais vraiment persévérer pour atteindre en fait mes objectifs. Du coup, j'ai vraiment cherché à comprendre comment me développer en fait physiquement, donc avec le concours de ces grands frères là qui m'ont donné des conseils quand même assez avisés au départ, ça m'a permis de limiter la casse. Alors il y a aussi le côté tout ce qui est nourriture, moi je mangeais à la maison, du coup j'essayais juste de tenir avec cela quoi, mais en tout cas et c'est sûr que j'ai pris des conseils aussi sur Internet auprès de certains coachs, parce que moi j'écrivais à tout le monde et pour pouvoir avoir vraiment des informations. Et j'ai essayé de mettre toutes ces informations bout à bout. Cela m'a permis effectivement de faire un gros boom et d'atteindre le niveau africain, d'être aux portes en fait du niveau mondial. À partir de ce moment, déjà les autorités ne me regardaient toujours pas. Je dis que c'est à partir de 2018, 2020 et 2019 du moins que lorsque j'ai commencé à rentrer dans le top 5, on a commencé à me regarder. Mais lorsque je suis arrivé en Europe, du coup, je suis arrivé en Europe après les Jeux de Rio. Bon, j'étais déjà pas mal. Du coup, ici, j'ai pu faire des compétitions. Cela m'a permis d'avoir, j'allais dire, un peu de sous et de mettre davantage de sous, de réinvestir ces sous-là dans mon sport. Et justement, au fil du temps, ça a pris 2 années, mais voilà, le résultat est là. Et c'est cela, en fait, qui m'a sauvé. Sinon, à un moment donné, c'est sûr que les parents n'allaient pas pouvoir supporter les frais que j'engendre, en fait, en ce moment. Et actuellement, pour une préparation, par exemple, moi, je peux mettre 30 000 € pour une préparation annuelle. Quand même, donc, c'est costaud. D'accord. Et vous avez parlé d'allier le sport aux études par la concentration et la discipline. Mais je me demande, le sport, c'est quand même très prenant. Moi, j'ai fait du handball et j'étais en équipe junior ici. Mais je me rappelle qu'il y avait des fois où j'avais examen. Et après, il y avait une compétition qui devait se jouer. Comment, justement, vous avez réussi à concilier les deux de manière à avancer normalement dans les études et d'avancer très bien dans le sport aussi? Parce que malgré toute la discipline qu'il y a, si on a examen en classe et qu'on a compétition, c'est un peu compliqué. En effet, c'est vrai. Et ce problème se pose à moi-même actuellement, parce que là, je suis sur un dilemme encore. Et je devrais aller faire un stage de 2 semaines pour terminer ma préparation de force et tout ça avec mon coach. Mais là, il s'avère que j'ai aussi un article à écrire pour publier en fin octobre. Du coup, là, par exemple, c'est un problème qui se pose
tout le temps. Et moi, souvent, le souci, ou ce que je fais, c'est je privilégie tout de suite les études. Je fais souvent... En fait, je vais aux compétitions qui ne mettent pas en péril, en fait, mes examens. Mais sinon, si c'est juste des cours et tout ça, moi, j'ai une faculté de pouvoir récupérer, j'allais dire, me rattraper facilement. Et là, ça va. Si c'est rater des cours, ça va. Mais quand c'est des examens, non, je privilégie tout de suite les examens pour ne pas avoir à perdre une année comme ça, quoi. Ouais. Donc, c'est un peu ce que je fais. Mais sinon, effectivement, malgré la discipline que tu mettras, forcément, il y aura tout le temps j'allais dire, pas des coïncidences, mais des moments où les choses vont se choquer et du coup, c'est vrai qu'il faut prendre l'un et laisser l'autre, forcément. Ça, c'est forcé et effectivement, il faut privilégier. Moi, en tout cas, je privilégie les études et après le sport, j'aurai sûrement une compétition. Par contre, quand c'est un championnat, la plupart du temps, ça, c'est autre chose en fait. Lorsque j'ai un championnat du monde ou quelque chose comme ça, là, bon, je sais que si je rate un championnat, l'enjeu est énorme. C'est dans 2 ans, c'est dans tant d'années. En ce moment, je privilégie les championnats. Mais quand il s'agit de meetings où je sais que la semaine prochaine, je peux encore aller faire un meeting ailleurs, même si c'est un meeting de moindre importance, alors je privilégie tout ce qui est. Stéphane? Alors, champion, moi, quand je vous vois sauter, ça me rappelle Carl Lewis. Moi, j'aimerais savoir d'où est venu le déclic. Comment ça a commencé tout ça? Alors, moi, j'ai commencé en 2011, donc ça fait déjà 9 belles années, 10 peut-être bientôt, dans l'athlétisme. Et moi, c'est venu un peu par hasard, hein, parce que il faut dire qu'en classe, moi, j'avais de très bonnes notes en EPS, comme on l'appelle chez nous. Et en éducation physique et sportive, j'imagine que ça s'appelle comme ça chez vous. Oui. Ok, voilà, donc mon professeur, il a remarqué que j'avais justement ces qualités de vitesse et de saut. Et il y avait une compétition qui se passait chaque année, en fait, entre tous les collèges de la ville, qu'on appelle les UBF. Et donc, ça, c'est à un de ces trucs comme ça, à une de ces compétitions comme ça que mon professeur m'a inscrit. Et du coup, je suis allé me faire remarquer tout de suite. Et il y avait des coachs, voilà, des coachs nationaux qui m'ont remarqué, qui m'ont tout de suite en fait contacté pour que j'essaie de commencer l'athlétisme et tout ça. Alors au départ c'était pas trop mon kiff, hein, donc j'ai fait 3 mois, j'hésitais et un jour je me suis dit allez, je vais au stade pour voir ce qui se passe et j'ai été là-bas. Bon, en fait, j'ai couru contre des filles qui m'ont battu, ça a piqué mon niveau. J'ai dit, bah, je reviendrai. Il fallait pas que je reste une défaite. Et voilà. Du coup, l'athlète m'a piqué comme ça, tout simplement. C'est parti sur de la vitesse. Et puis ensuite, les choses se sont... Bah, j'ai vu que j'avais plus de talent au niveau du saut. Et puis, voilà, je suis resté dedans. Il faudra dire merci au professeur, hein? Alors, moi... Je ne cesse de lui dire merci. D'accord. On peut dire que l'activité nourrit aussi son homme, hein? Quand même. Alors, oui, malheureusement, l'athlétisme, c'est l'un des sports, j'allais dire, les plus ingrats, parce qu'il faut atteindre vraiment le sommet pour pouvoir avoir... et pour pouvoir vivre de son sport. Hein. Et en fait, nous, en ce moment, bon, pas nous, mais les athlètes, en fait, de façon globale, vivent de leur sponsoring et aussi des compétitions, parce que nous, pour sortir, par exemple, à une compète, on peut te proposer, mais en ce moment, il faut vraiment être dans la crème, dans le top 3, on peut te proposer 5 000 €, 10 000 € pour pouvoir aller, pour juste te présenter, en fait, à une compétition et, bon, voilà, et sauter ou courir, en fait. Et en ce moment, lorsque tu gagnes encore, tu prends la prime d'engagement et la prime de victoire et tout. Mais sinon, on vit de cela et on vit aussi de nos sponsoring avec les différentes marques. Moi, je suis sponsorisé par Nike et c'est une chance pour moi, mais voilà, tout le monde n'a souvent pas cette chance. Et pour tenir les contrats également, il y a beaucoup de conditions. Et voilà, il faut toujours être top, parce que lorsqu'on faiblit,
il y a des pourcentages aussi qui s'envolent, quoi. Du coup, c'est sûr que c'est exigeant, mais on peut effectivement vivre de son sport et pouvoir justement aller investir tous ses sous pour la suite. Ça, c'est sûr. Tout à l'heure en off, moi j'étais particulièrement en train de m'étonner sur le fait que vous ayez sauté 17 mètres et plus. J'étais en train de dire aux autres que j'ai moins de 2 mètres, j'ai moins d'1 mètre, enfin j'ai moins de 2 mètres. Et le gars, on me dit qu'il a sauté plus de 17 mètres. Comment il fait ça en fait? Alors, pour sauter 17 mètres, c'est beaucoup d'entraînement, il faut le dire, parce que là, il faut courir vite déjà. Moi, lorsque je cours, en fait, souvent j'arrive sur la planche à 40 km/h. Donc c'est déjà 40 km/h. Ça, c'est la vitesse de la lumière. Hein. Ça, c'est les chevaliers du zodiaque, ça, c'est les chevaliers d'or. Moi, j'ai envie de dire juste bravo. Hein. La vitesse de la lumière. Oui. Ouais, c'est la vitesse de la lumière. Hein. Alors, voilà, donc il y a ça, et également, il faut courir très vite, il faut être très, très solide et pouvoir renforcer ses articulations pour justement ne pas avoir tous ces problèmes aux genoux, aux chevilles. C'est vraiment ce qu'on a souvent. Et aussi souvent au dos pour certains qui sont mal renforcés. Souvent, ça peut être dramatique. D'accord. Hugues Fabrice Zongo, je vais vous rappeler que vous passez en direct de la matinale de Label Radio et Télévision. C'est une chaîne panafricaine et internationale. Vous qui êtes du Burkina Faso, le pays des hommes intègres, quel est ce sentiment qui vous habite lorsque vous allez à une compétition de taille en vous disant je suis africain, je dois remporter ce prix, je dois être une fierté pour l'Afrique, pour les générations futures? Quelle est votre idée du panafricanisme en fait? Moi je suis tout le temps en mission. Je me dis, je suis tout le temps en mission parce que, et bizarrement, c'est exactement ce que je me dis, ce que tu viens de dire là. Parce qu'à chaque fois que je vais en compétition, je suis le seul Africain, en fait, à ce niveau déjà. Dans le top 20, dans le top 30, je suis le seul Africain au triple saut. Du coup, je ne vois pas beaucoup de mes confrères, en fait, africains qui évoluent vraiment à ce niveau où, avec lesquels je peux sauter ou partager beaucoup de choses, en fait. Même s'ils m'écrivent, je leur donne des conseils à gauche, à droite. Mais vraiment, quand j'arrive à une compétition, je suis en mission. Du coup, pour moi, effectivement, c'est pas seulement le fait d'être burkinabé, c'est le fait d'être africain et le fait de pouvoir porter justement toutes les couleurs de l'Afrique à ce sommet-là, à ce haut niveau. Et justement, pouvoir inspirer la jeunesse, parce que nous, on a eu aussi des gens qui nous ont inspirés lorsqu'on était beaucoup plus amateurs, on va dire. Et du coup, je sais ce que c'est que l'inspiration et d'être proche en fait de ces personnes qui admirent en fait et de ces personnes qui te suivent. Parce que moi, j'ai été inspiré par des gens, mais j'ai vu des vidéos de personnes qui n'étaient plus actifs en réalité. Du coup, ça fait moins ce truc-là, moins réel que maintenant où je suis là, il y a des athlètes qui me voient et toujours en activité. Je sais que ça les inspire beaucoup et moi j'essaierai au mieux de performer et d'attendre la relève. J'attendrai la relève aussi. Un conseil à donner aux jeunes Africains qui vous suivent et qui ont pour référence Hugues Fabrice Zongo? Ouais, bien sûr. Alors moi, je dis souvent que le sport, c'est une très très bonne chose, mais ne pas oublier les études, forcément. Bon, parce que moi, j'ai réussi à concilier les deux. Et je pense que c'est très très possible. Il faut pas du tout négliger les études et il faut laisser toutes les portes ouvertes en fait pour son avenir. Et pour le sport aussi, il faut vraiment beaucoup de persévérance parce qu'on ne construit pas un champion en une année. Un champion se construit sur beaucoup d'années et justement, le maître mot, c'est la persévérance, comme vous le savez. Et voilà quoi. Parce que les gens se découragent beaucoup trop vite et arrêtent souvent avant même le minimum de temps qu'il faut pour réussir, on va dire. Ouais.
Ah bon, avant de vous dire au revoir, il y a quelqu'un qui a envoyé un message là. Je me permets quand même de poser la question pour la personne. C'est une dame. Nickel. Elle aimerait savoir si Hugues Fabrice Sonko est marié. C'est pas moi, c'est une dame qui a posé la question. Pourquoi vous me regardez? Parce que toi qui parles, regarde. C'est évident, non? Elle vient de poser la question. Est-ce que Hugues Fabrice Sonko est marié? Le téléphone est ouvert là. Ok, mais d'accord. Hugues Fabrice Sonko est encore célibataire. Ah d'accord. Voilà quoi, c'est pas grave. Hein. Vous nous voyez? Vous nous voyez sur le plateau? Oui. Ah, coucou. Merci d'être passé sur le plateau de la matinale. On est tellement honorés d'avoir eu cette présence aujourd'hui. On espère vous contacter encore d'ici là et vraiment que vous nous fassiez encore, que vous nous donniez encore beaucoup de joie par rapport à vos performances. Nous les mamans africaines, on te bénit, on te dit bravo, on te dit qu'on est fiers de toi. Merci beaucoup. Et la jeune dame africaine là, elle a dit elle va envoyer son numéro pour que je vous l'envoie. Ah, bon, ok. Au revoir, champion, merci. Faut rester concentré, hein, parce que il va rester concentré. Au revoir, la vie d'un sportif, merci. ça file comme. Moi, je suis concentré, t'inquiète. D'accord, faut rester concentré. Hein. Alors, La merci, Milone, au c'est revoir. sucré, mais après, elle est retombée. Hein. On va continuer notre matinale et comme je vous le disais à l'entame de l'émission, on aura aussi sur ce plateau le chroniqueur du lundi.